Yorana, bienvenue dans votre journal. Si beaucoup sont touchés par la crise, eux gardent espoir et pensent que la Covid-19 ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Ils relativisent et s'estiment même chanceux avec seulement 50 000 francs par mois. Et certains n'ont pas eu de difficulté à rebondir. Emmanuel Tehuyotwa est un ancien guide touristique reconverti dans l'aviculture. Avec 500 000 francs d'investissement, il devient le 3e éleveur de poules de Rongirois. Alors il y a cette question, la crise économique va-t-elle de pair avec crise sociale? On en parle avec la responsable de la délégation polynésienne de la Croix-Rouge, Maïva Drache. Il y a des personnes qui marqueront l'histoire à jamais et pas uniquement à cause de leur combat politique. Oscar Temaru est en passe d'en devenir un. Les soutiens se multiplient de jour en jour. Et enfin, nous irons à la rencontre de la famille Huong, forain depuis près de 40 ans. Ils nous diront comment le Tchurei s'est métamorphosé d'année en année. Nous vous en parlions hier soir, l'emploi marchand a chuté littéralement près de 10% en avril. On le sait, beaucoup de familles ont souffert et souffrent encore de la crise, mais certains arrivent à tirer leur épingle du jeu, de quoi donner de l'espoir. Les contrats d'aide à l'emploi et les bons alimentaires leur ont permis de respirer, c'est ce qu'elles affirment, en tous les cas dans le quartier du domaine Labé à Piré, Natacha Silagi et Jérôme Lee. Le lundi et le dimanche, c'est moi qui fais la cuisine, puis en même temps, je fais la table. Et ainsi de suite. Organiser le quotidien, comme si la vie redevenait normale, Anatole et sa famille veulent y croire. Avec son contrat d'aide à l'emploi signé pendant le confinement et ses 50 000 francs mensuels, il voit la vie en rose. Votre nouveau contrat, ça vous permet d'envisager un petit peu mieux l'avenir ? Oui. Vous l'avez attendu longtemps, ce contrat ? Grâce au confinement. Voilà. Ça n'a pas été facile, mais vu la mise en place du gouvernement, de ces contrats, et du coup ça nous a permis un peu de respirer. Donc pour vous, la crise du Covid-19 a été plutôt quelque chose de positif ? Oui, positif. Positif pour des familles qui n'ont pas assez de revenus et qui ne pouvaient pas s'en sortir. Et du coup, cette aide-là nous a permis un peu d'économiser et de continuer. On peut dire que ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Pour le cousin d'Anatole non plus, le coronavirus n'a pas été un facteur aggravant. Pas de problème financier pendant le confinement, ni de perte d'emploi. Sa femme aussi a gardé son travail. Une aubaine en pleine crise économique. Vous n'avez pas eu de baisse de salaire non plus ? Non, pas de baisse de salaire. Notre patron est très généreux. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu de la chance par rapport à vos voisins, à vos proches ? Oui, je suis très chanceux, je dirais ça. J'ai toujours mon emploi. Et voilà, par rapport à d'autres qui ont perdu leur emploi ou qui sont en attente de reprendre le travail. Donc vous avez confiance en l'avenir ? Je pense que ça va être assez long, mais j'ai confiance en l'avenir, oui. Un avenir plutôt dégagé aussi pour Nelita qui a conservé son salaire pendant le confinement. Aujourd'hui, elle a perdu 30 000 francs sur sa fiche de paye, mais veut croire que c'est une situation provisoire. Quand les clients ils viennent, ils nous disent espérons que ça revienne comme avant. Mais c'est ce que nous on souhaite, que les gens, on retrouve la vie normale. Comme ça, vous pourrez aussi avoir votre salaire normal. C'est ça. On redevient comme avant. Parce qu'en ce moment, je fais que la nuit en ce moment. Je ne travaille plus la journée en fait. Nelita qui pense que le Covid-19 ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir et que ses petits-enfants pourront aller de l'avant sans jamais plus regarder derrière. Maïva Drache, Yorana, est-ce que vous pensez, vous aussi, que la Covid-19 ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir ? J'espère vraiment, parce que ça a été très très dur pour les familles pendant le confinement. Ça allait un petit peu moins aujourd'hui, donc j'espère que cette crise est derrière nous. Depuis le 26 mars, la Croix-Rouge a distribué des colis à plus de 2000 personnes, une majorité de denrées alimentaires, on imagine. Est-ce que ce sont des personnes qui étaient déjà dans une situation précaire ou des personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain ? Alors, on a eu les deux types de personnes, celles qui effectivement qui étaient déjà en situation de précarité, donc on a l'habitude d'aider, et celles qui, à cause du confinement, se sont retrouvées sans pouvoir exercer leur activité, comme la pêche, la vente de fruits et légumes, donc voilà, et des personnes qui avaient aussi effectivement perdu leur emploi.
La tranche d'âge, est-ce qu'il y avait plus de personnes âgées ou des jeunes de 30-35 ans? Non, c'est toutes les tranches d'âge. Il n'y avait pas plus de personnes âgées ou de jeunes couples. C'est vraiment toutes les tranches d'âge, les personnes seules comme les familles entières. Et quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que ça s'est amélioré ou il y a toujours autant de familles qui viennent à votre rencontre? Ça s'est amélioré, c'est-à-dire qu'on était quand même à 100 familles par semaine pendant le confinement et avec la reprise des activités au fur et à mesure du temps, on se retrouve aujourd'hui à aider entre 30 à 50 familles par semaine, ce qui est beaucoup bien évidemment, mais moins. Est-ce que vous pensez que ce sont des familles réellement en détresse? Oui. Bien sûr, que ce sont des familles réellement en détresse. On avait des messages vraiment terrifiants de personnes, de personnes sur Messenger en fait qui n'avaient tout simplement pas de quoi, plus de crédit pour téléphoner. Et je vous parle de personnes qui étaient salariées, pas de personnes qui en général s'en sortent avec les produits de leur pêche et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à côté, mais de personnes qui étaient en grande situation de détresse et qui nous envoyaient des messages en disant au secours. Moi j'ai eu des au secours quand même. Je ne sais pas comment faire, je ne suis pas habituée à demander de l'aide. Comment pouvez-vous m'aider? Comment je dois faire? Est-ce que je dois venir? Donc oui, c'était vraiment par moments terrifiant. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation ou c'est la première fois? Ça fait 10 ans que vous êtes à la Croix-Rouge. Ça fait 10 ans et je vous avouerai qu'en 2017, quand il y a eu les sinistrés des intempéries, on a eu une grande détresse sociale, donc on s'est beaucoup occupé des personnes à ce moment-là. Mais j'ai pas eu... je pense franchement que le confinement a laissé des traces sur la population polynésienne et qu'à ce moment-là, comme les gens ne pouvaient pas travailler, les gens ne pouvaient pas se nourrir, c'était vraiment très, très, très angoissant, vraiment. Et au-delà de les aider, par exemple, en leur donnant des dons alimentaires, est-ce que vous les accompagnez autrement? Alors, on les accompagne au quotidien. On a 5 actions sociales au sein de la Croix-Rouge française, délégation de la Polynésie. L'aide alimentaire avec les épiceries solidaires et les colis Covid qu'on effectue actuellement. Mais on a aussi également l'aide vestimentaire, l'aide à la parentalité, l'accompagnement des matariapos en situation d'isolement social, un programme de parrainage pour les enfants défavorisés. Donc voilà, on est multi-activités et on essaye de faire au mieux pour accompagner les gens. Merci Maïva Drache pour ces premières réponses. Nous reviendrons avec vous juste après ce reportage car parmi ceux qui se sont retrouvés sans emploi, certains n'ont pas eu de difficulté à rebondir. Exemple avec Emmanuel Tehuyotwa, l'unique éleveur de poules pondeuses en plein air de Ronguirois. Il démarre cette activité en novembre 2019 en parallèle de son travail. Ancien guide touristique, il se reconvertit dans l'aviculture et récolte ses premiers œufs au mois d'avril. Vito Tapol a rencontré, le commentaire est signé Laït Maouri. Chaque œuf est calibré, donc plus de 60 grammes. Il rejoindra la boîte des gros œufs. En dessous, le lot des œufs moyens. Emmanuel a acheté 100 poules pondeuses et ramasse en moyenne 70 œufs par jour. 5h30, je viens ouvrir les portes. Je regarde les poules comment elles vont, je regarde l'eau à manger. Et après, ils sortent dans le jardin. Et puis voilà. Ils sont suivis aussi ces poules? Suivis avec un vétérinaire. Avec un vétérinaire? Oui. Quand il y a un problème, j'appelle à Titi et après il me donne les conseils à faire. Quoi. Et depuis le mois de novembre, vous n'avez jamais eu de soucis avec... Il y a eu un petit maramou, j'ai eu une poule qui est morte à cause du froid. Ils sont 3 éleveurs de poules pondeuses à Ronguirois. Je m'approche des magasins et puis des particuliers. Voilà. Et la plupart des clients que vous avez, qui sont les commerçants? Plutôt les particuliers. Voilà, au prix que je vends, c'est un peu difficile pour les magasins de mettre leur marge. 500 à 700 francs la douzaine d'œufs. Emmanuel n'a pas eu de soucis d'écoulement durant le confinement, une période qui correspond au début de ponte. En fait, ils viennent juste de pondre là au mois d'avril-mai. On a commencé à pondre des petits œufs, donc c'était pour la maison, quoi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais voir avec ce qui va se passer, comme je suis dans le tourisme. Donc peut-être que c'est un compliment, on va dire. Pour la maison, madame, elle aime bien faire des gâteaux. Voilà. Vous envisagez de vous étendre ou... J'envisage à aller au moins à 200, voilà. Après, ça reste raisonnable.
Une activité d'élevage sur fonds propres, 500 000 francs d'investissement pour l'enclos de promenade, l'abri et les poussins. Emmanuel va continuer à se diversifier, notamment dans l'agriculture, car la crise sanitaire a renforcé la consommation de produits locaux. Maïva Drache, est-ce que les besoins diffèrent selon les îles ? Est-ce que les besoins diffèrent selon les îles en termes d'aide alimentaire? Oui, est-ce qu'en habitant à Tahiti, il y a plus de demandeurs qu'à Ayatea ou à Moorea? Alors nous, on s'occupe principalement de Tahiti. Donc voilà, ce que je sais, c'est que les personnes vivant à la presqu'île ont des demandes différentes de celles qui vivent en zone urbaine. Mais toujours pareil, en confinement, les gens ne pouvaient pas aller à la pêche, donc les demandes étaient les mêmes. Après le confinement, effectivement, les demandes deviennent un peu plus différentes, comme en épicerie solidaire. C'est-à-dire que les confitures, par exemple, c'est un produit qu'on propose en épicerie solidaire. Eh bien, quand vous allez à la presqu'île, les gens n'ont pas besoin de confiture, ils font eux-mêmes parce qu'ils ont un fa'apu et ils font eux-mêmes leur confiture. Merci beaucoup Maïva Drache d'avoir accepté notre invitation ce soir. La situation s'est améliorée donc depuis la fin du confinement de 100 familles par semaine. La Croix-Rouge vient aujourd'hui à aider 30 familles par semaine. Dans l'actualité aussi, ce soir, Oscar Temaru deviendrait-il un leader consensuel? Car depuis lundi, le nombre de personnalités de la société civile apportant leur soutien au maire de Fa'a augmente un peu plus chaque jour, sans pour autant partager ses convictions politiques, mais chacune ont un éclairage. 3 d'entre elles ont accepté de témoigner à visage découvert, Brigitte Olivier et Heidi Enko. Certains d'entre eux ne parleront jamais publiquement car ils sont soumis à un devoir de réserve. D'autres sont prêts à faire d'Oscar Temaru un martyr, un nouveau Povana que la France harcèle pour l'avoir dénoncé comme présence occupante aux Nations Unies. Enfin, il y a ceux qui apportent un soutien argumenté aux leaders indépendantistes, à commencer par l'historien Jean-Marc Regnault, pour qui les hauts fonctionnaires de l'État agissent sans prendre en compte les spécificités d'un pays qui n'est pas une région de la France. Il y a une chose, semble-t-il, que la justice dans les pays d'outre-mer a toujours oublié, c'est le contexte local. Et qu'on ne peut pas s'attaquer aux gens en fonction de textes qu'on interpréterait de façon maximaliste. Il faut bien tenir compte d'une atmosphère, d'une ambiance, d'une histoire. Et souvent, donc, on a des maladresses. Une autre personnalité publique s'émeut du sort réservé au maire de Fa'a. Une intellectuelle tahitienne qui déplore aussi le manque de finesse d'une justice coloniale. Je pense qu'il ne mérite pas ce traitement et je trouve aussi que la saisie sur ses comptes personnels est une mesure injuste. Et donc oui, quelque part, c'est révoltant, c'est assez peinant pour tout le monde. Enfin, dans les soutiens qui s'expriment face caméra, un homme d'église, le père Abraham connaît le maire de sa commune depuis 30 ans et il n'imagine pas un instant que le paroissien qu'il fréquente puisse faire preuve de malhonnêteté. Je pense que c'est quelqu'un qui a géré la commune depuis 37 ans et il a géré la commune en tant que bon père de famille. Et je pense que c'est une des seules grandes communes qui n'a jamais été placée sous la tutelle de l'État français. Il y a 60 ans, il est vrai que la raison d'État pouvait se servir de la justice pour neutraliser les importuns. Serait-il possible qu'à l'ère d'Internet, l'histoire se répète? En 2020, la ficelle serait peut-être un peu grosse. La suite pour le maire de Fa'a, c'est l'assignation en référé du procureur de la République Hervé Leroy pour violation de la présomption d'innocence. Le référé sera examiné lundi. Il se retrouve en 2e position après avoir engrangé plus de 16% des suffrages le 22 mars dernier. Clément Legaïc est en marche pour tenter de remporter les municipales à Papara, lui qui avait été déclaré inéligible en 2014 pendant un an pour ne pas avoir présenté ses comptes de campagne. Pour convaincre les électeurs, cette fois, il s'unit à 2 anciens concurrents, Paul Lai, Christophe Olosé et Michel Snow, cela fait 3 donc, des personnes qui n'ont jamais été au pouvoir, nous dit Clément Legaïc au micro de Stéphane Ratino et Patita Savia.
Le changement, c'est maintenant. Et lorsqu'on voit toute cette union, c'est toutes les listes qui n'ont jamais gouverné cette commune. Or, la commune de Papara, depuis 2001, est maltraitée, malmenée. Et lorsqu'on voit les 3 autres listes qui concourent au second tour, ils ont tous gouverné la population, la commune. Et nous savons l'état catastrophique qu'on est au niveau de la commune. Donc, cette union sacrée, c'est vraiment le changement. C'est-à-dire, le changement, c'est maintenant. Donc, peut-être que le hasard a bien fait les choses. Tous les listes qui se sont unis aujourd'hui autour de Papara-Tofinois n'ont jamais dirigé cette commune. Clément Legaïc affrontera Béatrice Perissagui, Sonia Pounoua et l'ancien maire de Papara, Bruno Sandras, le 28 juin. Am Oria, Christiane Kelly, Guy Gallimard et Meire Bob Dupont font cause commune pour le second tour. Ils s'allient pour mener la liste d'union Amwiteir à Tavignet Aï, ensemble pour servir. Pour concrétiser cette alliance, les sièges ont été redistribués. Guy Gallimard obtient 13 places, Meire Bob Dupont 5 sièges, dans celui de tête de liste à Freitou. Christiane Kelly nous explique les raisons de ce changement au micro de Hiro Terorotua. Un changement aussi au niveau de la manière de gérer la vie quotidienne de tous nos administrés en proposant justement plus de proximité, plus de disponibilité, veiller à ce que nos futurs élus, les futurs élus que nous serons demain, eh bien, soient réellement proches de notre population de Montréal-Mayor. C'est une demande qui émane d'eux, qui émane d'elle, et donc c'est ce que nous souhaitons réellement mettre en œuvre. Ensuite, on s'engage dans ce second tour en tenant compte de la crise sanitaire que nous avons vécue, que nous avons connue. Et donc là, il faut réellement parer aux urgences. On sait que Montréal, à l'heure actuelle, vit une crise économique sans lendemain. Et donc à ce niveau-là, il y aura réellement beaucoup de choses à mettre en œuvre pour aider toutes les familles qui sont dans le besoin aujourd'hui. Sur l'île Sœur, les plus de 13 000 électeurs auront le choix entre 3 listes et par conséquent 3 candidats que sont Christiane Kelly, John Tromona et le maire sortant Evans Houmani. En Nouvelle-Calédonie, les recherches pour tenter de retrouver le windsurfer disparu mercredi se sont arrêtées hier. Le harnais découvert en mer jeudi matin portait des traces de morsures correspondant à un requin-tigre. Le reportage à Nouméa de nos confrères de Calédonie la Première. Les recherches engagées depuis mercredi avec le concours de moyens terrestres, aériens et maritimes n'ont pas permis de retrouver le véliplanchiste d'une trentaine d'années. La décision a été prise d'arrêter les recherches en fin de journée ce vendredi. Le harnais retrouvé hier près de l'île au Signal a été identifié comme étant le sien. Il présente des traces qui ont été examinées par Philippe Tirard, l'un des spécialistes sollicités. Il a conclu qu'il s'agit de morsures d'un requin-tigre. C'est le harnais qui comportait des traces de dents, de morsures. On peut en déduire que c'est des empreintes de dents de requin-tigre. Pour ouvrir une mâchoire de cette taille-là, à peu près 30-35 cm, ça doit faire un animal qui doit faire dans les 3,50 m, peut-être plus. C'est une grosse bête, quoi, en tout cas. Il n'y a rien de spécial au mois de juin. Et normalement, c'était le mois où il y avait le moins d'attaques jusqu'à maintenant. D'habitude, ça se passait plutôt en mars. Et là, il y a un mystère. Le véliplanchiste est porté disparu depuis mercredi alors qu'il naviguait dans le secteur de la Côte-Blanche. Il a été vu pour la dernière fois vers 16h30. La dernière attaque mortelle de requin s'était déroulée à Bélep en mai 2019. Un mot de sport. Les 2 premiers tours de qualification du championnat brut de golf se disputent ce week-end. 2 parcours de 18 trous à Atimaono à boucler en 2 jours. Une bonne reprise de saison pour le championnat de golf et les athlètes. Le président de la Fédération polynésienne de golf, Rudy Waller, espère surtout poursuivre le développement des jeunes. Il nous en dit davantage au micro de Hiro Terorotua. C'est de donner les moyens aux jeunes de pouvoir mieux assimiler. C'est de prendre toutes les techniques nouvelles, les nouvelles façons d'initier, d'apprendre, d'enseigner le golf ou les autres disciplines sportives. Mais la seule façon d'y arriver, c'est d'être prêt et d'avoir un encadrement spécifique à chaque discipline sportive. Et pour ce championnat, pas moins de 44 golfeurs et golfeuses participent aux qualifications sur le parcours d'Atimaono.
2 élèves de haut niveau des classes de piano du Conservatoire artistique de Polynésie ont décroché aujourd'hui leur diplôme d'études musicales classiques avec les félicitations du jury et la mention très bien. Une mention qui n'est accordée que dans de très rares cas et qui traduit la performance exceptionnelle de ces 2 jeunes musiciens virtuoses du roi des instruments, le piano dont ils ont joué les grands compositeurs baroques, classiques, romantiques et modernes pendant 30 minutes. Sarah Hung et Antoine Lafont répondent à Jérôme Lee. La difficulté, c'est qu'il faut prendre 4 morceaux de 4 époques différentes et des morceaux qui nous correspondent à nous aussi pour qu'on puisse plus facilement les jouer, pour qu'on aime aussi ces morceaux en fait. Et surtout, le plus difficile, c'est le morceau imposé parce que du coup, on ne le choisit pas et il faut s'adapter à ce morceau. J'avais déjà un morceau que j'avais en main et c'était le Chopin. Et on m'a imposé le Beethoven et le Messiaen, je savais déjà le jouer avant. Pour clore cette édition, nous allons faire un tour au manège d'Autumoro, les lumières de la nuit. C'est cette part de magie qui anime l'âme de la famille Huang. Il y a 40 ans, ils ont tout laissé pour devenir forains, une manière certaine de conserver leur regard d'enfant. Stéphane Ratino et Patita Savia. Autumoro, Martin connaît par cœur. C'est un bestiaire coloré qui attend désormais la nuit pour s'animer dans des jeux de lumière. Mouvement fugace et répété, donnant à la fête foraine sa part hors du temps. Une exclamation d'enfant. Et dans la nuit de juin, chaque année, recommence sous la lune cette ronde du monde. Ses éclats sont au rire et la communion est tendre et ludique. Martin est forain depuis 40 ans, il est aussi grand-père. Ses lumières émerveillent toujours les yeux de son enfance, qu'il n'a point déserté. Très jeune, chaque année, nous voyons donc des lumières au Heiwa et c'est des flashs lumineuses comme ça à l'intérieur de la tête qui petit à petit, quand je suis devenu parent, j'ai inculqué à mes enfants d'avoir des scintillements de lumière dans la tête et ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui, si bien que c'est une sorte de joie intérieure pour ces enfants, quoi. La fête foraine est un lieu fort de l'imaginaire. Elle est un espace de culture populaire que le cinéma a su mettre en lumière pour ses émotions simples. Les manèges d'autrefois, peu à peu, ont disparu dans une recherche toujours plus marquée de sensations. La famille Wang de Tahiti a suivi cette évolution, mais il reste un invariable, les autotamponneuses, les années passent et les sourires demeurent. Moi, de la caisse, quand je vois ces personnes avec leurs larges sourires, les yeux émerveilleux, remplis d'étincelles, remplis leur grand sourire, le cœur rempli de joie et de bonheur, on ne peut que se réjouir. Il y a des enfants qui m'ont dit « Madame, tu sais, je t'aime. » J'ai dit « Mais pourquoi, chérie ?»« Mais parce que tu m'as donné des billets gratuits. » Voilà. La nuit tourne rond, on s'aime sans se parler, le bestiaire coloré enchante les jours, le cœur est un manège où reviennent sans cesse les chevaux de bois, les chevaux de la joie. C'est la fin de ce journal. L'information principale concerne la crise économique qui a provoqué une profonde crise sociale en Polynésie. L'emploi marchand a chuté de près de 10% en avril, mais la situation semble s'être améliorée selon Maïva Drash, la responsable de la délégation de la Croix-Rouge en Polynésie. À titre d'exemple, lors du confinement, 100 familles étaient aidées chaque semaine, seules 30 depuis le début du mois de juin. Merci de nous rester fidèles. À suivre sur votre antenne une rediffusion de Peret Ay avec le groupe Los Gringos. Prochaines informations demain matin en radio dès 6h30 avec Corinne Tehiti et Axel Mizinel. Très belle nuit, à demain à 19h. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet